Bonjour à toutes et tous. Merci pour l'invitation de l'Institut national du sommeil et de la vigilance de m'avoir invité pour cette présentation et merci aux orateurs précédents. Je m'appelle Luc Masset, je suis médecin psychiatre et médecin du sommeil à la Pitié-Salpêtrière. Je travaille sur les services de psychiatrie adulte et le service des pathologies du sommeil. Donc, la présentation va avoir comme objet comment préserver sa santé mentale en horaire décalé. Comme on a pu le voir, les horaires décalés ont de multiples impacts sur les rythmes biologiques et ces impacts vont avoir des répercussions également sur notre santé mentale. Donc, il y a eu de nombreuses études sur le sujet et globalement, ça a été montré qu'il y a un risque global accru de troubles mentaux en général et notamment de troubles combinés, c'est-à-dire le fait d'associer par exemple des éléments de dépression et d'anxiété quand on était sur un travail posté, un travail en horaire décalé, il y avait un risque accru. Le risque est le plus net pour la dépression, avec un risque augmenté de 30% par rapport à la population générale. Ensuite aussi, on peut voir qu'il y a des variabilités quand même assez importantes en fonction de différents paramètres, notamment du genre, avec un risque accru chez les femmes. Alors, qui peut être dû à différentes choses, peut-être au type de travail réalisé, ensuite également peut-être à ce qui se passe en dehors du travail. S'il y a à la fois le travail en horaire décalé, plus par exemple des charges au domicile qui vont pas forcément être assurées par le partenaire de vie, ça peut apporter une charge complémentaire. Et puis éventuellement aussi des rôles biologiques sur des variations hormonales entre les gens. Il y a d'autres facteurs contributifs qui peuvent expliquer l'hétérogénéité retrouvée dans l'impact sur la santé mentale du travail posté ou du travail en horaire décalé. Ça va être par exemple le faible contrôle, c'est-à-dire les personnes qui ont l'impression que ce qui leur arrive va dépendre de facteurs extérieurs plutôt que de leurs propres actions. On sait que quand on a ce qu'on appelle ce locus de contrôle externe, on va avoir tendance à être plus vulnérable justement à des facteurs de stress, alors que quand on se sent en maîtrise de la situation, eh ben, on peut plus facilement gérer l'imprévu. Ensuite aussi l'exposition à des facteurs de stress, que ce soit sur le lieu du travail ou à l'extérieur. Et aussi le réseau social qui va être extrêmement important dans ces horaires décalés où justement on va pas être sur les mêmes horaires que la population générale, on va dire, même si on a pu voir maintenant qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont sur ces horaires décalés. Le fait d'avoir un tissu social, des activités sociales quand on a ces horaires atypiques, eh ben, ça peut être assez compliqué. Donc, en dehors de ces éléments-là, on a pu voir aussi que les rythmes biologiques étaient perturbés et on sait que les rythmes de sommeil, donc là, ce qu'on a vu, c'est l'impact de la lumière sur la rétine, va aller stimuler les noyaux suprachiasmatiques pour aller synchroniser énormément de fonctions biologiques. Et en fait, il y a beaucoup de neurotransmetteurs impliqués dans les réseaux de l'éveil et du sommeil qui vont être aussi impliqués dans les réseaux de la régulation émotionnelle, de l'humeur. Et donc, on sait qu'il y a un très fort lien entre sommeil et humeur et santé mentale en règle générale. Et notamment, pas mal de réseaux sérotoninergiques. On sait que la sérotonine, c'est un des neurotransmetteurs impliqués dans la régulation de l'humeur. Alors, comment expliquer que ces horaires décalés puissent impacter autant l'humeur? Eh ben, on peut peut-être utiliser le modèle du trouble affectif saisonnier, qui est que le trouble affectif saisonnier, c'est des personnes qui, à la baisse de luminosité automnale et hivernale, vont avoir une dégradation de leur humeur qui va se répéter d'année en année, avec moins d'énergie, moins de motivation, voilà, l'humeur qui se dégrade, plus de pessimisme, et puis les choses s'améliorent à nouveau pendant l'été, quand il y a des journées bien ensoleillées. Et ce qu'on peut expliquer, c'est qu'il va y avoir chez ces personnes-là, bah, peut-être avec la baisse de luminosité, des décalages de phase et puis une mauvaise transmission sérotoninergique qui va se passer. Donc là, on peut voir par exemple une transmission normale pendant l'été et pendant l'hiver, il va y avoir en fait dans le neurone qui est censé envoyer de la sérotonine, eh ben, il va avoir tendance à la rattraper trop rapidement et donc la sérotonine ne va pas avoir le temps d'agir sur le neurone en aval et donc peut-être avoir une mauvaise communication entre ces neurones et donc après avoir un impact sur notre humeur. Donc ça, c'est le modèle sur le trouble affectif saisonnier. Et donc, on peut bien voir que quand on a des horaires décalés, eh ben, on va avoir parfois cette exposition à une baisse de luminosité alors même qu'on devrait fonctionner justement avec la lumière naturelle qui devrait bien synchroniser notre horloge biologique et donc dégrader notre humeur. Pour traiter ce trouble affectif saisonnier, on va exposer les personnes à de la luminothérapie, la BLT, Bright Light Therapy, pour justement aller réactiver ces cellules à mélanopsine au niveau de la rétine et qu'elles puissent à nouveau ensuite envoyer les bons signaux à notre organisme et donc on puisse réguler
cette transmission sérotoninergique. Alors c'est assez schématique, mais donc le traitement, ça va être l'exposition à cette luminothérapie pour resynchroniser l'horloge biologique. Et on a pu voir que justement l'exposition à la lumière et quand on s'expose à la lumière va aussi avoir un rôle majeur dans les personnes qui ont des horaires décalés. Euh, Donc, pour être en bonne santé mentale, pour avoir une bonne régulation émotionnelle, pour pouvoir bien gérer ce qui nous arrive au quotidien, il faut déjà aussi être bien éveillé. Et ça, c'est ce que le docteur Romier a expliqué sur justement les régulations du sommeil en cas de travail posté. Et donc, il y a ces petites stratégies-là qui étaient évoquées dans le British Medical Journal et dont a déjà parlé docteur Romier, qui étaient que, par exemple, juste avant une nuit de travail posté, on va essayer de dormir peut-être un peu plus que d'habitude, pas forcément prendre de café le matin et prendre une longue sieste au cours de l'après-midi pour justement ces longues siestes qui vont repousser finalement l'heure du coucher. Et là, l'idée, ça va être de décaler son horloge pour être moins somnolent au cours de la nuit. Ensuite, ce qu'on disait, c'est que euh, pendant le travail de nuit, rester actif, éventuellement faire ces courtes siestes qui vont pas décaler l'horloge biologique, mais qui vont permettre d'augmenter les performances, éventuellement prendre du café en début de poste, manger léger, on a vu l'alimentation qui avait ce rôle très important. Et aussi, avec cette baisse de performance, on a vu que malgré le fait qu'on puisse être en horaire décalé pendant très longtemps, et ben, finalement, on va quand même sécréter la mélatonine au cours de la nuit quand on est en poste travaillé. Et donc, c'est là où on a vu qu'il y avait un risque accru d'erreur. Et donc, il faut bien faire attention de faire des checklists avec ses collègues pour vérifier qu'on ne va pas faire d'erreur au travail, d'avoir cette communication entre collègues. Et ensuite, quand on va rentrer, évidemment, éviter le café, ce qu'on a dit avant de rentrer chez soi. Idéalement, prendre les transports en commun, mettre des lunettes de soleil. Entre les jours de travail de nuit, on dit qu'il vaut mieux dormir, enfin, n'importe quelle quantité de sommeil est meilleure que pas de sommeil du tout. Et donc, voilà, il faut privilégier le sommeil, ce que disait docteur Romier, d'avoir vraiment cet environnement assez sécurisé, avoir des rideaux occultants pour pouvoir bloquer la lumière. Et ensuite, par contre, ça va être dans les périodes de repos. On va avoir plusieurs jours d'affilée avant de reprendre une série de jours postés. Et ben là, il faut faire une longue sieste quand on arrive de retour chez soi. Essayer ensuite, après, de resynchroniser rapidement l'horloge, et c'est-à-dire en restreignant les horaires de temps passé au lit. C'est-à-dire que le lendemain matin, on va essayer de se réveiller à la même heure qu'on se réveillerait d'habitude et pas se décaler, pas faire de grasse matinée parce qu'on a vu que sinon, il y a ce risque de jet lag si à certains jours on se réveille à 6 heures et d'autres à 10 heures, et ben, l'horloge biologique interne, finalement, elle ne sait jamais à quel moment il faut se mettre en route, à quel moment le pic de cortisol doit arriver, etc. Donc, au niveau de l'entreprise, enfin de l'employeur, il y a des mesures à mettre en place pour favoriser justement la bonne santé mentale du personnel. Donc, c'est encourager les relations entre les employés parce que quand on travaille de nuit, et ben justement, il y a moins ce tissu social qui peut être présent. Alors, quand on travaille de jour, moins de personnel sur place. Donc, vraiment, encourager ces relations-là. Offrir les opportunités de partage d'informations pour éviter que justement il y ait des manques d'informations entre les équipes et qu'on sente qu'on fasse bien partie d'un ensemble, qu'on fasse bien partie du groupe. Si possible, organiser des horaires flexibles pour que ce soit en accord avec le chronotype ou les habitudes de la personne, de ses préférences, et puis mettre à disposition des ressources en santé mentale. Donc tout ça, c'est du côté de l'employeur. C'est très intéressant, mais finalement, qu'est-ce qu'il en est du côté de la personne qui est en travail posté, en horaire décalé? Qu'est-ce qu'elle peut faire elle-même pour finalement garantir sa meilleure santé mentale? Il y a adapter ses rythmes de sommeil, adapter son alimentation, faire de l'activité physique, mais aussi mettre en place peut-être des outils pour essayer d'améliorer la régulation de ses émotions et on a bien vu que quand on est en dette de sommeil chronique, par exemple, eh ben, on va avoir un peu plus de mal à, par exemple, ne pas être à fleur de peau, ne pas s'énerver quand quelqu'un vient nous dire quelque chose qui nous est désagréable, avoir du mal à ne pas être préoccupé pour des petites choses. On sent qu'on a un moins bon contrôle de nos émotions quand on est justement dans ces horaires décalés, parfois en dette de sommeil chronique. Alors, on parle justement d'émotion, mais finalement, qu'est-ce qu'une émotion? Alors, l'émotion, ça va être une interaction entre le sujet et son environnement avec des composantes physiologiques et psychologiques. Donc, c'est par exemple quand j'ai peur, et ben, je sens ce que c'est physiquement d'avoir peur, par exemple le ventre qui se serre, peut-être un sentiment de froid, et aussi une composante psychologique. Je sais que ce que c'est d'avoir peur dans ma tête, je sais que c'est différent que d'être en colère. Quand j'ai colère, quand je suis en colère, il y a aussi
une composante physiologique, par exemple le fait d'avoir chaud, de se mettre un peu en état d'alerte. Et donc, ces émotions-là, elles vont permettre de réorienter notre attention et nos comportements vers l'environnement. Et donc, par exemple, les grandes familles d'émotions, ça va être la joie, de dire je vis quelque chose de positif que je dois répéter, l'anxiété, il y a un danger futur auquel il faut que je fasse attention, la peur, un danger immédiat auquel il faut que je fasse attention, le dégoût, un risque un risque biologique pour mon organisme, la colère, un sentiment d'injustice contre lequel il faut que je combatte. Eh bien, avoir une de ces émotions-là, ça va me permettre de me dire, là, il y a quelque chose qui se passe qui nécessite que je réagisse. Et donc, ça va permettre ensuite d'adapter nos comportements. Donc là, par exemple, je vois un lion, j'ai peur, et ben, je me dis, va peut-être falloir que je m'en aille. Donc, il y a des émotions qu'on aime éprouver. Par exemple, la joie, c'est une émotion positive, on aime l'éprouver. Et par contre, la peur, c'est une émotion qu'on n'aime pas éprouver. Mais c'est pas une mauvaise émotion en soi. On peut voir que l'émotion, ça a un rôle finalement adaptatif. Si quand je vois le lion, je ne ressens pas de peur, bah, je risque de me faire dévorer. Si quand je mange un aliment qui est moisi, je ne ressens pas de dégoût, et ben, je risque d'avoir des dégâts pour mon organisme. Si quand je vois mon cercle social, mes proches, je ne ressens pas de joie, eh ben, je vais m'isoler et tout ça risque d'avoir des conséquences sur mon organisme. Mais si au contraire les émotions sont trop importantes, donc par exemple, dès que je mange un aliment, je ressens du dégoût, eh ben, je vais arrêter de m'alimenter. Si dès que je vois un animal, je ressens de la peur, je n'oserais plus sortir de chez moi. Et donc on voit qu'il faut qu'il y ait un niveau aussi d'émotion pour qu'elle puisse apporter son rôle fonctionnel. Et donc ça va être très important parce que quand on est en dette de sommeil, ou parfois on a justement ces difficultés-là ou qu'on ne fait pas suffisamment d'activité physique, il peut y avoir une difficulté à ajuster le niveau de l'émotion. Donc l'émotion, elle arrive à un instant T pour orienter notre attention par rapport à ce qui se passe autour de nous. Mais parfois, comme cette image de la comète, il y a la comète qui est le moment où l'émotion arrive, et puis après, il y a la queue de la comète qui est que peut-être pendant plusieurs dizaines, plusieurs minutes, dizaines de minutes, plusieurs heures, il peut y avoir une permanence comme ça de cette émotion-là. Par exemple, j'ai eu peur en voyant un chien qui m'a aboyé dessus, et après, pendant plusieurs heures, je vais y repenser, je vais me sentir un peu paralysé. Et donc ça va être aussi important quand on a du mal à réguler ses émotions. Et ben, la queue de comète, elle peut durer trop longtemps et commencer à avoir un impact sur nous. Et donc, on va essayer d'atténuer justement cette queue de comète pour que on ait l'information utile de l'émotion, mais qu'ensuite, ça ne nous impacte pas trop sur la longue durée. Alors maintenant, qu'est-ce qui provoque l'émotion? On peut se dire, l'émotion, c'est une interaction entre le sujet et son environnement. Mais est-ce que c'est juste un événement qui va provoquer une émotion? Eh bien, en fait, c'est pas si sûr que ça, parce que par exemple, on prend deux personnes, on va dire Alex et Béatrice. euh, on propose aux deux personnes, viens demain, j'organise une soirée, il va y avoir plein de nouvelles personnes que tu connais pas, ça va être super sympa, on va bien s'amuser. Alex se dit, oh là là, plein de personnes que je connais pas, qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire? Ils vont trouver que je suis ridicule, que j'ai rien d'intéressant à raconter. Alex commence à éprouver de l'anxiété. Béatrice, au contraire, on lui donne cette nouvelle et elle dit, mais c'est génial, plein de nouvelles personnes, je vais apprendre plein de nouvelles choses, c'est formidable. Elle ressent de la joie. Et donc là, on voit bien que pour la même situation, il va y avoir deux émotions différentes. Et ça, c'est quelque chose qui était bien connu parce que déjà, à l'époque grecque, il y a Épictète qui disait, ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, c'est les opinions qu'ils s'en font. Et donc finalement, ça va être l'interprétation de la situation qui va donner l'émotion ensuite, enfin, qui correspond à la situation. Après, il y a certaines situations dans notre quotidien qui vont se répéter encore, encore et encore, et on va peut-être développer toujours la même opinion sur ces situations-là, ce qui fait qu'en fait, petit à petit, quand on est exposé à cette situation, on oublie qu'on en a une opinion particulière et on éprouve directement l'émotion. Par exemple, Alex, à chaque fois qu'on va lui proposer une nouvelle soirée, un nouvel événement où il y a des gens qu'il ne connaît pas, il va toujours se dire, oh là là, je ne vais pas savoir quoi leur dire, ressentir de l'anxiété. Et au bout d'un moment, dès qu'on lui parle de soirée, il va ressentir de l'anxiété sans même conscientiser qu'il a cette opinion, cette interprétation de cet événement. Et donc, il va falloir, quand on a des émotions comme ça un peu trop pénibles, trop fortes, qui se répètent dans des situations un peu similaires, aller interroger, mais finalement, quelle est l'opinion que je me fais de cette situation? Et peut-être aller détricoter cette interprétation pour voir si on ne pourrait pas nuancer cette émotion négative. Donc, ce schéma, il peut être adapté notamment à l'insomnie, par exemple. C'est des choses qu'on voit fréquemment. La personne qui présente une insomnie chronique va être répétée très souvent avec des mauvaises nuits, ou en tout cas la perception de mauvaises nuits. Et donc, il va y avoir cet événement, la nuit qui s'annonce, et tout de suite, des pensées qui vont émerger.
je vais passer une mauvaise nuit, la journée de demain va être catastrophique, on va trouver que je ne suis pas performant, que j'arrive pas à me concentrer, etc. Et donc, ça va avoir des conséquences dommageables à l'entreprise ou autre. Et une émotion, angoisse, anxiété. Et la question, ça va être de se dire, mais finalement, par le passé, est-ce que j'ai pas déjà été exposé à cette situation, donc la nuit qui s'annonce avec peut-être une mauvaise nuit, et que finalement, les conséquences que je suis en train de m'imaginer, là, complètement catastrophistes, sans aucune nuance, eh ben, ça n'a pas pu déjà se passer, que ça se passe mieux que ce que je suis en train d'imaginer. Donc, par exemple, ah oui, c'est vrai, il y a 2 semaines, j'ai passé une mauvaise nuit, et pourtant, le lendemain, j'avais des consultations, des rendez-vous professionnels, et ça s'est très bien passé. On m'a dit que j'avais bien présenté les choses et que les choses étaient claires, et donc j'ai eu le soutien de mes collègues. Et donc, on va aller noter ça sur des tableaux, par exemple, c'est des outils qu'on peut utiliser chez soi, et de dire, il y a une situation, la nuit d'insomnie, une pensée automatique qui est qu'on va passer une journée terrible au travail, que les gens vont trouver qu'on est nul, une émotion très intense de l'anxiété dans ce cas-là, par exemple. Et là, on va aller chercher une pensée alternative qui est ancrée dans notre histoire, dans notre biographie, donc qui est réelle et plus nuancée. J'ai déjà réussi à assurer tous mes rendez-vous, ça va aller. Et ça va peut-être permettre d'atténuer l'émotion, d'atténuer la queue de comète, d'atténuer l'émotion négative paralysante. Ça, c'est des outils qu'on peut utiliser progressivement. Et on voit que ça ne fait pas disparaître l'émotion, c'est juste peut-être ça la remet à sa juste place. Un autre outil pour essayer peut-être parfois de désamorcer des pensées négatives, c'est que on fonctionne souvent sur un mode qu'on appelle de fusion cognitive, c'est-à-dire que toutes les pensées qu'on a, on va se dire, elles sont vraies. Si j'ai pensé ça, c'est que c'est vrai, c'est que c'est pertinent. Mais il ne faut pas oublier que notre cerveau ne peut pas s'empêcher de produire de la pensée. Par exemple, si on dit qu'il ne faut pas penser à un éléphant rose avec un petit chapeau pointu, évidemment, tout le monde va penser à cette image-là et c'est impossible de s'extraire cette image de la tête. Et au lieu de, par exemple, quand on pense que je suis nul, il faut se rappeler que c'est juste une pensée qu'a produit notre cerveau. Et il faut remarquer que, ah bah, en ce moment, mon cerveau pense que je suis nul. Et pas forcément la vérité, c'est je suis nul. Et la question, enfin, l'idée derrière ça, c'est de prendre un pas de côté et de se dire, mon cerveau est en train de me dire ça, qu'est-ce que je fais de cette information? C'est pas est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, mais c'est plutôt qu'est-ce que je vais en faire? Si je me suis dit, je suis nul parce que ça fait longtemps que j'ai pas appelé mes proches pour leur dire que je tenais à eux et que j'avais envie de les voir, et que ça fait que je prends mon téléphone et que je les appelle, bon bah peut-être que cette pensée-là, elle est positive dans un sens, elle nous met en action. Mais si la pensée c'est je suis nul pour dire bon bah je vais rester chez moi parce que les gens vont trouver que je suis nul et que j'aurai rien d'intéressant à dire, bah, on voit que là c'est pas fonctionnel et donc il vaut mieux prendre du recul par rapport à cette pensée-là. Ensuite, peut-être donc un dernier outil, c'est que quand on a des émotions, on sait bien que il va y avoir une mise en action du corps pour réagir justement à ce qui se passe autour de nous. On a vu que quand il y a de la colère, et ben, tout le corps va se mettre en tension. Quand il y a de l'anxiété, on peut avoir la gorge nouée, le cœur qui commence à battre un petit peu plus fort. Et donc, toutes ces émotions-là, elles vont être ajoutées un peu une espèce de tension interne qui peut parfois être délétère pour avoir le lâcher-prise, pour trouver un sommeil de qualité ou même être serein au quotidien pour pouvoir incorporer des nouvelles informations, réagir à des nouvelles situations. Donc, un des outils qui est très largement utilisé et qui a montré son efficacité à de nombreuses reprises, ce qu'on appelle la cohérence cardiaque, c'est que quand on a par exemple le cœur qui bat très fort, on ne peut pas lui dire bon bah bat plus lentement et calme-toi. Et le problème, c'est que le corps, il se rend compte de ce niveau de tension et ensuite il va produire peut-être des pensées en rapport qui tournent autour justement de l'anxiété, d'un état d'alerte. Mais il y a quelque chose sur lequel on a le contrôle, c'est notre fréquence respiratoire, notre respiration. Et on sait qu'il y a un lien entre la fréquence cardiaque et la respiration. Et donc, en faisant attention à notre respiration, à la vitesse à laquelle on respire, à comment on respire, on va pouvoir petit à petit pouvoir ralentir notre fréquence cardiaque et mettre notre corps au repos. Et donc, cette pratique de la cohérence cardiaque, elle existe, enfin, il y a de nombreux supports pour ça. Et il y a notamment des vidéos qui existent à de... Alors, est-ce que je peux la lancer? Peut-être comme ça. Voilà, parfait. Il y a de nombreux supports pour la cohérence cardiaque, que ce soit des vidéos ou des applications. Et souvent, ça va fonctionner sur ce principe-là, où il va y avoir un support visuel qui va nous permettre justement de guider notre attention et de se concentrer sur la respiration. On va inspirer quand la bulle monte
et ensuite expirer quand la bulle descend. Et ça va permettre d'avoir une respiration qui va être beaucoup plus régulière que ce qu'on a d'habitude et qui va permettre petit à petit d'instaurer justement une relaxation corporelle. On peut en plus se concentrer après sur quelques détails corporels qui vont nous permettre justement d'apporter encore plus de bénéfices. Et par exemple qu'à chaque inspiration, on sent que l'air est un peu plus frais quand il entre dans les narines et qu'à chaque expiration, l'air est un petit peu plus chaud. Aussi, à la façon dont on respire, c'est que quand on inspire, il faut essayer d'éviter de monter les épaules, mais plutôt de remplir l'air par le bas, de remplir l'air par l'abdomen. C'est-à-dire comme si on remplissait un ballon de baudruche avec, dans un robinet, on voit que l'eau part par le bas, et c'est pareil avec les poumons. Là, c'est se dire à chaque fois, j'essaye de gonfler le ventre à chaque respiration plutôt que de monter les épaules, et de petit à petit, comme ça, introduire un état de détente. Et c'était montré que la pratique de ces exercices de cohérence cardiaque permet vraiment d'apaiser notre niveau de stress, d'apaiser notre niveau de tension interne. Et c'est quelque chose qui peut se pratiquer très facilement le matin au réveil, après le repas, le soir avant de se coucher, dans les transports en commun par exemple. Et ça va permettre petit à petit comme ça de se poser avant de faire une présentation aussi. C'est un très bon outil. Euh, ça va vraiment nous permettre de justement apporter cet état de détente pour ensuite après pouvoir affronter bah, les imprévus du quotidien et tout ce qui est important à gérer au quotidien. Je vais arrêter sur. Il y a de nombreuses ressources en ligne disponibles par rapport à ça, donc soit des applications de méditation par exemple comme Petit Bambou, il y en a plein d'autres, des applications de cohérence cardiaque comme Respire Relax, et aussi beaucoup de ressources écrites sur bah, qu'est-ce qu'une émotion, comment gérer ses émotions, notamment sur le site internet tccmontréal.com que j'adore, qui est fait par des collègues canadiens francophones, où il y a énormément de ressources pour les professionnels de santé, mais aussi pour le grand public avec, voilà, qui vont expliquer finalement tous ces grands principes de ce qu'on appelle la thérapie cognitivo-comportementale, qui est comment appréhender ses émotions, comment décortiquer finalement les pensées qu'on a pour justement remettre les émotions à leur juste place et comment agir en rapport. Voilà, je vous remercie pour votre attention.